et des risques pour la démocratie? Alors le risque, il est assez simple, hein, parce qu'en fait, la quantité de données qu'on collecte maintenant sur les gens, est juste, énorme. Elle permet en fait finalement, sans que la personne le sache, d'identifier, un individu à travers, la population entière, à travers des milliards avec, je crois peut-être, une soixantaine ou 80 points de mesures, différents et aujourd'hui on a des millions de points de mesure, qui sont, disséminés, à travers notre connexion internet, à travers notre téléphone, à travers tout, enfin on et Votre démarche, votre façon de scroller, votre façon voilà, de bouger votre souris? c'est des choses qu'on n'a pas l'impression qu'on est en train d'émettre, hein, mais en fait, on émet, constamment. Le fait qu'on se réveille le matin et on prend son téléphone, c'est des données. Quand on va aux toilettes et qu'on regarde encore son téléphone, quand on passe à son ordinateur, sa montre connectée, hem, la captation, en dehors de nous-mêmes, c'est-à-dire, les caméras dans la rue, les gens qu'on croise, lorsque l'on marche on rentre dans les magasins, les paiements que l'on fait, enfin voilà, tout ça, ce sont des données qui sont constamment, générées et collectées, sur nous et qui, rentrent dans des milliards d'algorithmes différents qui sont capturés par des sociétés de publicité, par des sociétés de sécurité, par des États. Il y a comme ça, un amas de données, qui est traité et derrière ça, il y a un marché de ces données. Ces données sont constamment, traitées, revendues, et il y a aussi une partie de captation publique et en fait qui sont liés entre eux, ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance ou aussi le capitalisme de connivence où en fait tout le secteur privé et le secteur public collaborent en fait dans ce traitement, gigantesque de données et là-dedans, il y a, des gens qui vont, soit pour de la publicité tout simplement, mais aussi pour des raisons autres, vont en fait profiter de ces algorithmes pour renvoyer de l'information vers les gens, pour, initier un comportement d'achat par exemple, ou pour initier un comportement, politique, ou changer une compréhension de la vie qu'on peut avoir. Et en fait, le la partie la plus importante à comprendre, c'est que, l'individu n'a pas la capacité à comprendre la taille de ce qui est en train de se passer. Voilà. Même moi qui, arrive à décrire en quelques mots ce qui se passe, on peut peut-être mesurer en térabytes de données ou en je sais pas, en térabytes de données, on peut mesurer, physiquement comment ce monde se crée, mais en réalité, c'est au-delà de notre capacité individuelle à, s'imaginer l'impact que ça a et on a l'impression qu'on est toujours autonome et qu'on est toujours, libre de ses choix. Mais en fait, cette machine-là, cette machine qui est construite par la société, vient obligatoirement changer notre manière de penser. Qui dit manière de penser, dit, que notre capacité à prendre des décisions est différente et donc forcément, obligatoirement, ça a un impact sur notre démocratie parce que la démocratie doit, pour fonctionner, garantir que les citoyens soient libres et soient autonomes et soient capables de prendre leurs décisions par eux-mêmes, En leur âme et conscience? en leur âme et conscience, exactement. Et justement, le rapport de force entre le citoyen et l'État démocratique doit respecter cette autonomie, doit respecter cette intégrité, physique, mentale, et moi je dis qu'elle doit le respecter de façon aussi numérique pour et je vais donner un exemple tout simple, tout bête, enfin un truc un peu, cash. Si tu rentres dans une mairie pour aller voter, hem, imagine que tu es un garde à l'entrée de la mairie et puis Alors, que petite précision, tu es suisse? alors moi je suis suisse, oui, on vote, nous, très, très régulièrement, mais là l'exemple que je vais donner, il est universel, on va dire. Tu rentres dans une mairie, pour aller voter, et puis, en France ou en Suisse, le système il est assez simple, tu rentres dans la mairie, tu votes, tu t'enregistres, enfin voilà. Imagine que tu es un garde à l'entrée qui, tape systématiquement les gens qui vont rentrer.
Oui, taper avec un bâton tout simplement et qui va atteindre à l'intégrité physique de la personne. Est-ce que tu penses que tu vas voter de la même manière si tu es tapé ou si tu n'es pas tapé, hein? Non, tu vas pas voter de la même manière en étant tapé. Il y a quelqu'un il y a une forme d'autorité qui est là et qui va t'inciter à penser ou ne pas aller voter ou ainsi de suite. Donc là, c'est beaucoup plus subtil, hein, parce qu'en fait, ce flot d'informations qui revient vers toi et qui est construit sur ce que toi tu es constamment. Ce flot d'informations vient subtilement, des fois pour des bonnes raisons, pour t'offrir un super service, pour te permettre d'écouter la musique que tu aimes bien, ou ainsi de suite, vient t'influencer, mais en même temps, ça modifie en fait ta capacité de prendre des décisions. Et aujourd'hui, les démocraties actuelles sont pas adaptées à ça. Autant on avait construit justement des cadres, des garde-fous, pour éviter que justement il y ait un policier qui te tape à l'entrée de la mairie. On sait que c'est pas bien. Donc on le Ou quelqu'un qui t'offre un billet. ou quelqu'un qui t'offre un billet, voilà. Donc on a dans la démocratie traditionnelle, on va dire de l'ère industrielle, on a développé suffisamment d'outils et de compréhension pour minimiser en fait ces risques-là et s'assurer que la population, dans son ensemble, a la capacité de prendre des décisions par elle-même. Mais dans le numérique, hein, tout ce travail-là n'a pas été fait. Faisons une expérience de pensée ensemble. Mm. Comme tu le sais, comme vous le savez, on aime bien faire de l'anticipation, de la prospective, et on a différentes sondes qui nous indiquent quelles sont les grandes tendances qui vont presser nos démocraties ou influencer sur nos démocraties, comme la géopolitique, l'énergie et tout un tas d'autres facteurs qui peuvent mettre la population en stress ou l'économie en stress ou le biotope en stress. Faisons une expérience de pensée. À l'heure actuelle, les économies européennes, voire occidentales, rencontrent un dilemme cornélien entre la pression des ressources, la stabilité de la monnaie, les pressions géopolitiques. Quand on a des lames de rasoir numériques telles que tu nous les as décrites, s'il y a un basculement démocratique vers des gouvernements autoritaires, est-ce on ne fait pas l'erreur de leur laisser des lames de rasoir pouvant influencer à grande échelle nos démocraties, et quels sont les outils qui pourraient permettre de limiter ces lames de rasoir sur nos esprits, nos cerveaux, sur nos âmes, sur nos cœurs, sur nos perceptions, sur notre moi profond, qui me permettent de faire société, de trouver des consensus et d'être dans une société pacifiée. Si les démocraties switchent en gouvernement autoritaire, ces lames de rasoir, quels peuvent être leurs impacts? Essaye de me décrire ces impacts-là, en cas concret. Moi, je pense que ça va se faire d'abord. Ça va se faire parce qu'on voit déjà qu'en Europe, le mouvement, il est lancé vers cela. Et c'est pas faute de l'avoir prédit, hein. C'est-à-dire que dans nos milieux, depuis la mise en place de la surveillance dans les années 80-90, on a toujours dit attention, c'est escalade. On parlait des caméras de vidéosurveillance qui ne servaient à rien et pourtant on continue à rajouter. Et on voit que, et on disait à l'époque, attention, ça va être abusé. Et puis la réponse en face, c'était oui, mais on est une démocratie, on sait gérer ça, faites-nous confiance. Il y a des garde-fous. Il y a des garde-fous, tout ça. Mais vous mettez en place une infrastructure qui peut être utilisée du jour au lendemain par un mouvement autoritaire, enfin un gouvernement autoritaire. Et aujourd'hui, on commence à les voir apparaître. Voilà. Et donc les abus, ils vont se faire. Et puis les abus, ça va être assez simple, hein, parce qu'on voit déjà la manière dont ça a été fait en Russie, par exemple, qui est un très bon exemple, ou en Chine. Je prends l'exemple de la Russie parce que là j'ai des exemples assez concrets, enfin la Chine aussi, mais la manière dont l'opposition a été supprimée, tout simplement, par exemple, avec l'installation des vidéos de surveillance avec reconnaissance faciale dans la rue. Et en fait, avant même qu'une manifestation se faisait, dès qu'il y avait certaines personnes qui sortaient de chez eux, ils étaient attrapés et donc placés 24 heures au trou, puis relâchés. Mais l'idée, c'est que ça tue dans l'œuf, en fait, n'importe quelle forme de contestation, n'importe quelle forme d'opposition et ça a un effet, les mécanismes de surveillance ont un effet en plus
qui est, moi des fois j'aime bien dire, c'est un effet un peu comme dans la physique quantique, quand tu observes quelque chose, en fait ça modifie l'objet en lui-même, voilà. Et donc en fait quand tu as une population et que tu mets en place un système de surveillance, forcément le comportement de la population va changer parce qu'elle sait elle est surveillée, et donc elle va prendre naturellement un comportement docile qui va être abusé par le gouvernement autoritaire. Et c'est assez simple parce qu'après, on rentre en plus avec les algorithmes dans une recherche, et les gouvernements autoritaires vont faire ça, dans une recherche d'efficacité dans la recherche de la sécurité. Et donc, on va aller vers une automatisation qu'on est déjà en train de faire, hein, une automatisation des amendes, de la justice, on va avoir une automatisation de la répression qui va arriver derrière. Donc, Y compris en termes prédictifs, par et, exemple. en termes prédictifs. Et pourtant, les expériences aux États-Unis sont catastrophiques. Ils ont mis en place des systèmes prédictifs qui leur faisaient que la police arrêtait tous les noirs du quartier parce que elle se construisait sur des bases de données où il y avait un peu plus de noirs qui étaient des délinquants. Et donc, le système, en fait, a forcé les policiers à aller dans les quartiers noirs et à arrêter encore plus de monde. Donc c'était vraiment une catastrophe. Et au lieu de dire bah, on arrête, c'était une erreur, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ah, on va corriger pour faire mieux. Et finalement, aujourd'hui, ces outils, ils restent là. Pour se protéger, enfin, l'impact sur la société, c'est que toute forme d'opposition va disparaître, et le rôle d'une démocratie, c'est de garder une tension constante entre les institutions et les citoyens qui doivent constamment être en méfiance en méfiance, et qui doivent, oui, observer constamment ces démocraties pour créer un équilibre des pouvoirs. Et ça c'est en train de disparaître. On nous enlève cette possibilité de le faire. Comment se protéger de ça? Parce qu'en fait, ça vient aussi modifier les discussions. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des discussions sur un certain nombre de sujets, en fait, l'environnement ambiant autour de nous va nous pousser à avoir des discussions sur d'autres choses. Les vrais sujets de transformation de la société aujourd'hui, ils ne sont pas discutés ni en France, ni en Suisse, sur justement comment est-ce que parce que pour moi, le fondamental de la transformation qu'on est en train de vivre, c'est mon opinion, mais on vient de changer d'ère, on est passé d'une ère industrielle à une ère du numérique. Cette ère du numérique, elle est caractérisée par le fait que nos relations interpersonnelles passent aujourd'hui par des outils numériques. Et ça modifie en fait finalement la manière dont la société discute. Et donc toutes les structures de pouvoir sont perturbées par cela parce que les mécanismes de gouvernance qu'on avait avant étaient liés au fait que ça prenait du temps d'aller discuter avec une autre personne à travers un pays, il fallait se déplacer. Aujourd'hui, on peut discuter avec tout le monde de façon pair à pair à travers la planète. Ça modifie fondamentalement la société, et donc ça va appeler à modifier la gouvernance. Et les institutions d'aujourd'hui ne sont pas adaptées à ça, elles ont peur, elles ne maîtrisent, elles ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, donc qu'est-ce qu'elles font? Elles figent le débat dans les débats qu'elle comprend, et les débats qui sont liés à comment est-ce qu'on va redéfinir les pouvoirs au niveau local, comment est-ce qu'on redéfinit les pouvoirs dans des pays dans le cadre d'une société informatique, eux, ils sont pas discutés. J'aimerais qu'on fasse, ensemble, qu'on prenne la position, de l'avocat du diable, Mmh. et j'aimerais que tu défendes, pendant 2 minutes, la société de surveillance à la sauce 1984. Hem Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Mais Quels sont les ri c'est pour ta sécurité. C'est pour ta sécurité, et puis une société à risque zéro. On aimerait vivre dans une société où, il peut jamais rien t'arriver de mal. Une société où, ton chemin va être, dans toute ta vie, tu auras jamais aucun souci, tu auras toujours, à manger, tu auras toujours, un travail, tu auras toujours en fait finalement, Heu, une vie qui t'est toute, tracée.
Tu seras protégé des risques Tu terroristes, seras protégé de tout, des ingérences non, extérieures. mais même aussi de la santé. Tu vas vivre très longtemps. Tu vas vivre 150 ans parce que tu auras ta montre qui va t'expliquer tout ce qu'il faut faire. Ça va être une société où on te donnera le, la joie qu'il faut grâce à, à, de la dopamine qui te sera injectée d'une manière ou d'une autre. Ce sera une vie ce sera une vie fabuleuse. Mais en réalité, alors là, je sors de la Ça fait 25 secondes. 25 secondes, je dois faire 2 minutes comme ça. C'est difficile. C'est très difficile. Moi, non, moi, je comprends qu'en fait, Est-ce que tu peux comprendre aussi le stress des gouvernants qui voient une société qui est de plus en plus vaste, de plus en plus intriquée, avec des risques de plus en plus forts, et ce côté fébrile du calme social, avec des puissances étrangères qui deviennent de plus en plus agressifs, avec une guerre économique de plus en plus agressive, où ils en viennent à coloniser nos esprits pour pousser leur dialectique, leur rhétorique et leur but. Je me mets à la place du président Macron et de notre ministre bien-aimé de l'Intérieur, et il est exposé à des attentats terroristes, il est exposé à des factions agressives, il est exposé à du renseignement économique sur nos boîtes, et il pense bien faire. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui dire peut-être tu te trompes de route et le chemin que tu es en train de tracer va supprimer toute humanité? Ça, c'est une sacrée question. Tu crois que tu es venu pour pousser un caddie ou quoi? euh, qu'est-ce que je peux lui, qu'est-ce que je peux lui dire? Le, J'aimerais que tu rebondisses aussi sur pousser un caddie et la modélisation des gens dans les supermarchés. Allez, j'arrête de t'ennuyer. non, en fait, moi, ce que j'observe, c'est, et comme tu l'as dit, je suis en Suisse, et en Suisse, on a cette chance d'avoir cette très vieille démocratie directe, participative, et qui se fait même au niveau des communes. Hein. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est la chose suivante. Je vois que la Suisse, on est capable de discuter des enjeux du numérique d'une autre manière qu'en France. En France, le débat, il est complètement ce débat est absent en fait cette transformation numérique, elle est absente du débat. Absente ou abscon, pardon. Moi, je pense qu'elle est, enfin, je la vois juste pas. Enfin, je dirais absent. Moi, je dirais absent. En Suisse, on a ce débat-là qui existe. Alors, c'est des débats des fois très simples, hein, genre, mais j'aime les personnes âgées à Zurich voudraient garder le ticket papier pour aller, pour utiliser le tram localement. Voilà, et ils veulent pas être obligés d'utiliser leur app. C'est des débats comme ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que fondamentalement, en Suisse, ce débat est possible parce que le principe de subsidiarité au sein de la société, il est du bas vers le haut. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une démocratie normale, le peuple donne le pouvoir à l'État. Hein. Mais l'État ensuite se structure, hein, et il y a 2 manières de structurer, la manière française, la manière suisse. La manière française, c'est quoi? C'est l'État, le peuple dans la Constitution donne pouvoir à l'État. L'État, c'est les institutions, président, assemblée et De la autres, cinquième. de la Ve République. Et ensuite, le pouvoir descend, il est délégué vers les échelons inférieurs, vers les régions, vers les départements et vers les communes. Et en bas, on a des gens qui sont qui représentent les autorités, qui sont au contact de la population, mais qui en fait ont une structure de pouvoir. C'est là où les frictions réelles de la société se font, c'est là où les gens parlent de ces changements-là, ou vivent en tout cas, ou ressentent ces changements-là. Et lorsqu'ils doivent prendre des décisions, en fait, il faut faire remonter le problème, la problématique en haut. En Suisse, c'est l'inverse. C'est la nationalité quand tu deviens, si tu acquiers ta nationalité en Suisse, tu l'acquiers à travers la commune. C'est la commune qui te donne ta nationalité. Tes voisins.
tes voisins. Enfin, c'est la commission du village où tu es qui te donne ta nationalité. Et ce qui veut dire que le rapport de subsidiarité dans la structure, il est du bas vers le haut. C'est-à-dire que ce sont les communes qui se sont mis ensemble, qui créent des cantons, et les cantons, en fait, ensemble, créent un État fédéral. Et tu as des négociations qui se font euh, euh, à chaque niveau, et surtout le lien en fait entre le citoyen et la communauté locale, c'est là où se règlent les choses. Et les gens, ils ont les moyens. Et ça se voit dans des trucs très triviaux, ça se voit dans tes impôts. Quand tu payes tes impôts, tu dois payer t'as deux bulletins de versement à payer à la fin de l'année, un vers l'État fédéral, un vers les autorités locales.